Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour ce journal du lundi 22 septembre. Voici les principales informations que nous allons développer. C'est l'incertitude autour du projet de loi de finances 2026. Sébastien Lecornu doit présenter le sien prochainement. Dans la version de François Bayrou, une grosse baisse de la défiscalisation en Outre-mer était prévue. Plusieurs secteurs économiques sont menacés au Fénois. Elle risque 10 ans de prison, mais son procès a été renvoyé au 20 octobre. La conductrice qui avait tué un scooteriste à Moorea en mai dernier devait être jugée aujourd'hui pour homicide involontaire. La victime, un homme de 39 ans, a laissé derrière lui une femme et 2 enfants. Le développement durable, un secteur d'avenir pour la Polynésie française. Depuis l'année dernière, l'université a ouvert une filière dans ce domaine. Les premières années en licence sciences de la transition écologique et sociétale faisaient leur rentrée aujourd'hui. On va parler des différentes filières nouvelles de l'université et des statistiques de l'établissement au niveau national dans le décryptage de Mérénie Gomblin. Car la rentrée solennelle de l'UPF, ce sera jeudi. Les challenges sont nombreux chaque année pour l'équipe d'enseignants-chercheurs. Pour en parler, nous recevons le président de l'Université de la Polynésie française, Jean-Paul Pastorel. Elle est installée au Japon depuis 5 ans maintenant. Elle aime sa vie et sa créativité de styliste. Elle la met au service du Horitei. Tuatini Manate a de l'or dans les doigts et elle conçoit des costumes pour des clientes japonaises. Son succès est époustouflant. Merci d'être avec nous. Le tissu économique polynésien et plus largement ultramarin est menacé d'après des économistes. Le projet de loi de finances 2026 porté par le gouvernement Bayrou prévoyait une baisse sur les taux de défiscalisation en Outre-mer. On ne sait pas si Sébastien Lecornu va reconduire ce projet, mais au Fénois, l'inquiétude est particulièrement vive. Tous les secteurs d'activité sont concernés. Les détails avec Tourourou Guérard et Dylan Fels. Nouveau gouvernement, nouveau budget. En première ligne, le projet de loi de finances 2026. Il prévoit une baisse de 11 points des taux de défiscalisation outre-mer. Traduction, 22% d'avantages fiscaux en moins et une réduction des aides. Tous les secteurs sont concernés, transport, logement social, tourisme. Demain, un investisseur qui avait des projets, qui comptait sur ces aides publiques pour participer, contribuer au financement de ces projets, il voit ces aides publiques amputées très significativement. Alors, il lui reste comme solution soit d'apporter des fonds propres, mais vous savez comme moi que toutes les entreprises locales ne disposent pas des fonds propres, soit de faire appel au système bancaire. Double peine pour l'hôtellerie haut de gamme polynésienne. Le gouvernement veut plafonner la défiscalisation à 4 500 € par mètre carré en ne comptant que la surface habitable. Résultat, encore moins d'avantages fiscaux et des projets plus coûteux à financer. Ce qui devrait être pris en compte, c'est quel est le nombre d'emplois de créer par un hôtel 5 étoiles, un hôtel 2 étoiles ou 3 étoiles, etc. Sur un hôtel 5 étoiles, le nombre d'emplois créés est au minimum de 4 emplois par bungalow. Donc c'est extrêmement important. Les autres hôtels sont plutôt autour de 1, 2 maximum. Et ce critère-là ne me semble pas avoir été suffisamment pris en compte. Le projet de loi doit être déposé à l'Assemblée nationale avant le 7 octobre. Les députés et sénateurs auront ensuite 70 jours pour l'examiner. Après la reconnaissance par la France de l'État palestinien devant les Nations Unies, le drapeau de la Palestine a été hissé à la présidence de la Polynésie aujourd'hui en signe de solidarité. D'après Moetai Broderson, cette reconnaissance témoigne, je cite, de notre engagement envers la justice et l'équité sur la scène internationale. La conductrice sous ice et sans permis de conduire qui a tué un scooteriste à Moorea le 10 mai dernier devait être jugée cet après-midi pour homicide involontaire avec ces 2 circonstances aggravantes, le défaut de permis et la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Le procès a été renvoyé car il manquait une pièce importante, le fonds de garantie, un dédommagement vital pour la partie civile, une veuve et ses 2 enfants. Les détails avec Jules Bourga et Teiva Ribé. Je ne fais pas beaucoup d'heures, du coup, je n'ai pas de revenus et je suis maman toute seule avec mes 2 enfants. Après le deuil, c'est la question de l'indemnisation qui se pose au tribunal. J'ai voulu que mon mari soit là à côté de moi. Ça, c'est sûr. Si je pouvais ramener mon mari, j'aurais ramené mon mari, mais je ne peux pas.
Mais peut-être pour les enfants, oui, hein, ça va les aider dans leurs études. Hein. Plus tard, si ma fille va vouloir faire des études, ben, cet argent-là pourra l'aider. Hein. Lorsque la conductrice a percuté le scooteriste de face, elle conduisait sous l'emprise d'Ice. Sans permis de conduire, elle aurait pris le véhicule d'un ami sans lui demander. La compagnie d'assurance ne compte donc pas prendre en charge les frais. Faute de prise en charge, le fonds de garantie doit être saisi, ce qui a justifié le renvoi de l'affaire. Ça n'est pas tout à fait un petit détail quand on voit les conclusions des parties civiles qui demandent déjà des provisions provisionnelles de 4 700 000 francs par personne, déjà rien que pour la veuve et les 2 enfants. On en est déjà donc à plus de 12 millions à titre provisionnel. Évidemment, c'est une somme colossale pour ma cliente et elle a tout intérêt à ce que le fonds de garantie vienne couvrir ces demandes. Le tribunal a décidé de maintenir la conductrice en détention provisoire malgré les demandes de remise en liberté sous contrôle judiciaire de son avocat. À Montréal, c'est petit, hein. Et mon mari, il est connu. Hein. Du coup, j'ai peur pour elle, pas pour moi. Parce que je sais qu'il y a sa famille, ses cousins. Hein. Si elle est dehors, ils vont lui faire des trucs, je ne sais pas. Le procès est renvoyé au 20 octobre. La conductrice encourt jusqu'à 10 ans de prison et 17 millions de francs pacifiques d'amende. En période d'instabilité politique dans l'Hexagone, le meeting de rentrée du parti Renaissance s'est déroulé hier et à cette occasion, Mouerani Frebo a été nommé secrétaire national en charge de l'Outre-mer. La rentrée solennelle de l'université, c'est jeudi, mais la vingtaine d'élèves de première année en licence Sciences de la transition écologique et sociétale ont déjà repris le chemin des cours. Cette filière, ouverte depuis l'année dernière, a été directement impulsée par le pays qui a besoin de qualifications en matière de développement durable. Ismaël Tahiata, Marcel Bono. Des statistiques sur la Polynésie française pour mieux la connaître et mieux la protéger. Une nouvelle génération se forme. Le premier niveau, le plus fin, c'est au niveau de ce qu'on appelle les communes associées. Bienvenue en licence Sciences de la transition écologique et sociétale. En appelant à classer des individus, par exemple des plantes, tout ce qui est des entreprises aussi, par exemple, beaucoup de commerce, et aussi en effet tout ce qui est climatique, tout ce qui englobe notre terre, on va dire. Une formation pluridisciplinaire pour former les professionnels du développement durable de demain. Ils vont faire aussi bien du droit que de la géographie, de l'aménagement du territoire, de l'histoire, de l'économie, de l'environnement, de l'écologie. Et donc, toutes ces matières, on essaye de les articuler vraiment autour de ces questions de transition. Donc, on ne va pas en faire des spécialistes dans un domaine, mais on va vraiment en faire des spécialistes des transitions. Ouverte en 2024, la nouvelle promotion compte déjà 20 étudiants, dont des jeunes venus de Rapa Nui et d'Italie. Je pense que ça donne de l'espoir qu'il y ait ces nouvelles filières pour qu'on puisse construire un avenir meilleur pour cet endroit. Après 3 ans d'études, les étudiants pourront poursuivre en master ou intégrer le marché du travail. Plus tard, j'aimerais faire conseiller politique. Comme beaucoup de ma famille sont dans la politique. Et du coup, je me suis dit de faire cette licence. Ça me permet d'avoir un bagage sur le développement du pays économique et sociétal. Cette formation est soutenue par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre du projet Narua, un investissement d'avenir pour la Polynésie. Et puis elle a été créée en 1987. L'Université de la Polynésie française est l'une des plus jeunes pourtant de la République. 40 ans plus tard, il lui reste de nombreux défis à relever, à commencer par le taux de réussite. Bonsoir Mérénie Gamblin. Est-ce que l'UPF fait partie des mauvais élèves ? Eh bien oui, Marouki, on a trouvé ce chiffre sur le site de l'étudiant.fr qui classe l'Université de la Polynésie 68e sur 69 universités françaises. Alors c'est un chiffre à nuancer puisqu'il ne concerne que les licences et pas les masters ni les autres filières. Mais en tout cas, dans ce secteur, le taux de réussite est de 22% contre tout de même 50% dans l'Hexagone. Alors pour améliorer ces résultats, eh bien, il existe des dispositifs d'accompagnement, d'aide, notamment le DU Pario qui est un diplôme d'université qui permet de se remettre à niveau lorsqu'on sort du lycée par exemple ou quand on reprend ses études. Il existe aussi les campus connectés depuis 2021.
Ça, ce sont des petits espaces dans les îles, notamment il y en a 5 en tout dans les archipels de Polynésie et qui permettent en fait d'avoir des cours à distance pour les étudiants des îles. C'est important puisque quand on sait regarder ce chiffre, qu'un tiers des étudiants qui ont leur bac, une fois qu'ils partent du lycée, eh bien, partent poursuivre leurs études soit dans l'Hexagone, en Nouvelle-Zélande ou bien au Canada. Et de nombreux projets, Mérénie, sont justement lancés pour retenir ces jeunes et rendre l'UPF plus attractive. Oui, tout à fait. Il y a de nombreux projets qui ont vu le jour déjà. Depuis 2024, on a vu le diplôme d'état infirmier et d'aide-soignant qui est revenu, notamment pour répondre au manque de personnel dans ce secteur. Et puis on a eu les nouvelles licences, comme on l'a vu dans le sujet, en sciences de la transition écologique et sociale, sciences pour l'ingénieur. Et puis, à l'horizon 2026-2027, le président de l'Université de Polynésie a annoncé une licence métier de la mer pour former des jeunes dans le secteur de l'économie bleue, l'école universitaire de management et puis cette licence Sciences Po Pacifique qui consistera à faire une première année à Tahiti, une deuxième en Nouvelle-Calédonie et puis une troisième à l'international. Mais pour pouvoir accueillir ces étudiants aussi dans le cadre de cette licence, il va falloir des logements et ça c'est le problème. Aujourd'hui, il y a 80 chambres environ sur la cité universitaire. C'est beaucoup moins qu'en Nouvelle-Calédonie, 500 chambres, donc on voit un petit peu la différence. Et puis ce projet aussi pour les étudiants, le CROUS, qui va permettre de tout centraliser dans un seul endroit, et ça pourrait être un véritable coup de pouce pour les étudiants de Polynésie Malouki. Merci beaucoup Mérénie Gomblin. On va parler de tout cela avec notre invité Jean-Paul Pastorel, président de l'Université de la Polynésie française. Bonsoir. Yorana. Alors on l'a vu dans ce décryptage de notre journaliste en termes de résultats, ce n'est pas fameux pour l'université avec ce chiffre notamment, moins d'un étudiant sur 4 obtient sa licence en 3 ou 4 ans. Qu'est-ce qui explique ce mauvais chiffre, d'après vous? Alors, c'est un ensemble de facteurs. On accueille des étudiants de tous horizons, parfois avec des baccalauréats qui, tout en étant de très bons baccalauréats, ne préparent pas à des études théoriques à l'université. Vous avez eu raison de mentionner tout à l'heure le dispositif Paréo, qui permet de remettre à niveau des étudiants, de leur donner un background pour soit qu'ils raccrochent une licence, soit qu'ils puissent, pourquoi pas, trouver un débouché dans un BTS, ou bien même sur le marché de l'emploi. On a eu l'an dernier 2 étudiantes qui ont pu suivre un dispositif de formation d'aide-soignant, par exemple. Ça peut être une solution aussi. L'essentiel, c'est que ces jeunes ne restent pas au bord du chemin. Et il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'abandon en licence. Parlons de ces nouvelles formations qui sont ouvertes depuis l'an dernier, notamment, on vient de le voir dans le reportage. D'autres licences sont en cours de préparation. Comment ça se met en place? Comment c'est décidé? Et combien de temps ça prend? Alors d'abord, il faut qu'il y ait un lien avec le pays, avec les besoins du pays. Et puis ensuite, il faut travailler dans des groupes dédiés à ces projets pour pouvoir les porter. Il faut y associer aussi des partenaires. Moi, je crois beaucoup au partenariat entre le pays, les services de l'État, qui sont des services supports importants pour l'université, que ce soit le vice-rectorat ou le Haut-Saria, et l'université, bien entendu. Donc nous devons mettre en œuvre, dégager des synergies, mettre en œuvre tous nos efforts pour aboutir à la réalisation de ces projets. Et ça prend du temps? Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais on est là aussi pour ça. Jean-Paul Pastorel, le dispositif Campus Connecté, il y a 5 lieux qui sont aujourd'hui connectés, Raiatea, Rangiroa, Nukuhiva, Tevayuta et Tupuai. Concrètement, comment ça fonctionne et est-ce que ça attire du monde? Alors, c'est un dispositif qui a été porté par le pays, auquel on est associé, qui peut servir d'ailleurs à d'autres types de formations, pour des formations, par exemple, en direction du personnel des communes, pour ne prendre que cet exemple. Et ce sont des dispositifs qu'il a fallu porter dans le temps, dans la durée, parce que tous les archipels n'étaient pas connectés. Il faut quand même un haut débit Internet pour les connecter. Et donc aujourd'hui, on peut avoir effectivement un lien avec des étudiants qui sont aux 5 coins de... Et ils sont combien aujourd'hui? Alors, j'ai pas les chiffres pour cette année encore. Je vais faire le point avec notre direction de la scolarité.
mais j'ai participé moi-même à des formations, par exemple en licence d'administration publique, où j'avais 2 étudiants ou 3 aux Marquises, par exemple, et d'autres étudiants au Tuamotu, qui ont pu valider leur diplôme. Donc ce sont des opportunités intéressantes. Le ministère à Paris veut relancer un nouvel appel à candidature pour continuer et poursuivre ce dispositif. Donc je pense qu'avec le pays, on doit pouvoir répondre à cette demande et surtout mettre davantage de formation. Je sais que c'est difficile, mais mettre davantage de formation dans ces campus connectés, parce qu'il y a une vraie demande et on nous dit mais il faudrait davantage diversifier l'offre de formation. Et c'est ce que vous allez faire dans les prochaines années. Merci beaucoup Jean-Paul Pastorel, président de l'Université de la Polynésie. On retiendra donc que l'un de vos objectifs, c'est améliorer le taux de réussite, notamment des licences à l'université. Et jeudi, c'est la rentrée solennelle. Merci beaucoup. Marourou. Le président de la Chambre d'agriculture et de pêche lagonaire, Thomas Moutam, sera l'invité café de la matinale radio. Demain matin, il viendra parler de la foire agricole qui débute jeudi à Utumoro. Un hommage aux agents pénitentiaires morts en service. Il a eu lieu aujourd'hui devant la stèle de la prison de Nutania, en mémoire notamment de Pierre Hoatua, le seul agent mort en service au Fénois. C'était en janvier 1978 lors d'une émeute. Yan Teura Hapeirei, commandant en chef de la détention au centre pénitentiaire de Fa'a, estime que cet hommage qui a lieu tous les 22 septembre est fondamental. C'est une journée historique pour nous rappeler de ceux qui ont bâti la pénitentiaire en Polynésie et pour nous rappeler aussi que nous veillons sur ces grandes valeurs qui sont la liberté, la sécurité et la dignité. Et voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui ici à Nutania face à cette stèle qui rassemble les 3 établissements, la pierre verte des Marquises et la tiare Apetae que vous pouvez voir derrière moi, posée ici à Tahiti, fait en sorte que les 3 établissements soient rassemblés pour se souvenir de ce collègue mort en service. Les masterclass de Fabrice Di Falco et de Julien Leleu, les 2 créateurs du concours des voix des Outre-mer, ont débuté au Conservatoire artistique de Polynésie française. 6 chanteurs polynésiens suivent leurs enseignements. La finale locale du concours aura lieu le mercredi à 20h, ce mercredi, au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. À la clé pour le gagnant ou la gagnante, une place pour la grande finale nationale prévue au mois de janvier. Fabrice Di Falco nous en dit plus au micro de Marcel Bonneau. Chaque année, à l'Opéra Bastille, nous sommes toujours très émus par les Polynésiens et les Polynésiennes qui viennent nous raconter le mana du Fénois. C'est très important pour nous d'avoir un candidat ou une candidate qui va savoir prendre la totalité des membres du jury, des publics et des téléspectateurs pour les faire voyager dans ce paradis qui est le Fénois. Alors j'attends d'eux qu'ils aient confiance en eux. J'attends d'eux qu'ils aient envie de représenter le pays, bien sûr. Elle s'appelle Tuatini Manate, une styliste polynésienne expatriée au Japon depuis 5 ans maintenant. La jeune femme fait rayonner le Ori Tahiti car elle crée des costumes uniques adaptés au public japonais. Cette rencontre est signée Aurélia Autré. Direction Tokyo, où Tuatini Manate, expatriée tahitienne, développe son activité depuis plusieurs années. Je vis au Japon depuis maintenant 5 ans et je design des costumes de danse tahitienne et des robes. Pour cette styliste, c'est une manière de faire rayonner la culture polynésienne à l'international. Son carnet de commandes est complet jusqu'à décembre. C'est beaucoup de travail de faire les costumes, mais au final, de voir ces costumes sur scène prendre vie, c'est toujours gratifiant et ça me fait plaisir. Plusieurs milliers de Japonais pratiquent aujourd'hui le Ori Tahiti et les compétitions sont nombreuses. Tous cherchent à atteindre l'excellence, tant au niveau de la danse que du costume. Dès qu'un croquis est validé, il faut absolument que la tenue qui va ressortir soit fidèle au croquis. C'est quelque chose qu'il faut absolument respecter ici au Japon. Il y a des règles et il faut les suivre, tout simplement. Pour s'imposer dans l'univers très structuré du Japon, la styliste a dû s'adapter. Respect de la ponctualité, travail minutieux et souci du détail jusque dans l'emballage. Ici, le public japonais valorise la durabilité et la praticité, d'où le choix du plastique pour des costumes réutilisables à défaut de matériaux disponibles sur place. J'aurais bien voulu que Tahiti fasse, du moins les boutiques à Tahiti, puissent envoyer à l'international, parce que honnêtement, je préfère les tissus qu'on trouve chez nous. Un potentiel de développement économique pour nos fournisseurs du Fénois.
Ça y est donc, une commande de fête. L'avantage d'être au Japon, c'est aussi la rapidité des livraisons. La cliente recevra son costume à domicile dès le lendemain. J'ai eu un coup de cœur sur le Japon tout simplement. La vie du quotidien, la simplicité, le mode de vie pratique, les transports et tout, j'aime beaucoup. Je suis fier aussi de dire que je viens de Tahiti ici. Et je dois avouer que je n'aurais jamais imaginé que la danse tahitienne m'aurait emmené ici aujourd'hui, m'aurait permis de vivre une expérience pareille. J'en suis tout simplement très reconnaissant. C'est grâce à mon origine, à mon identité que je suis là aujourd'hui. Et j'ai juste pas d'autre mot que merci. L'information principale de ce lundi 22 septembre, c'est l'incertitude des parlementaires, des entreprises et des économistes du Fénois autour du projet de loi de finances 2026. Sébastien Lecornu doit présenter sa version prochainement. Son prédécesseur François Bayrou avait programmé une grosse baisse de la défiscalisation en Outre-mer. Plusieurs secteurs économiques sont donc menacés, à commencer par l'hôtellerie. Le projet de loi doit être déposé à l'Assemblée nationale avant le 7 octobre. Sur notre site Internet, les détails des performances de nos Polynésiens en CrossFit Tahiti en force sur les podiums du Wodapalooza Sokal 2025. Sur vos écrans, ce soir, la série Manhunt Unabomber, suivie du film Les Grands Esprits. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se quitte sur l'image de l'éclipse partielle du soleil. C'était hier matin et Patrick Tsinsing était à l'affût. Passez une très belle soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.